Édition spéciale, on va plus loin à présent avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonsoir. Afrique Magazine qui titre en une pour ce mois de mars sur l'enjeu des matières premières. L'Afrique est-elle incontournable ? Les matières premières, on va en parler, c'est aussi un enjeu de cette guerre qui se joue en Iran. Face à vous, Anne Corpet, chroniqueuse internationale ici à France 24. Bonjour Anne. Bonsoir. Au sommaire, cette nouvelle journée de bombardement sur l'Iran, les autorités iraniennes contraintes de reporter les obsèques du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, initialement prévu ce mercredi, alors que sa succession, elle se fait attendre. Et puis les États-Unis coulent un navire de guerre iranien au large du Sri Lanka, torpillé par un sous-marin américain, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, c'est donc en ce 5e jour de guerre en Iran, une guerre dans les airs et en mer, puisque Donald Trump l'avait désigné comme l'un des objectifs de l'intervention avant-hier, la puissance navale iranienne. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a torpillé, grâce à ses sous-marins, un navire de guerre, une frégate iranienne au large du Sri Lanka. Hier, dans l'océan Indien, et nous allons le montrer à l'écran, un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui pensait être en sécurité dans les eaux internationales. Et au lieu de cela, il a été coulé par une torpille, une mort silencieuse. Le premier naufrage d'un navire ennemi par une torpille depuis la Seconde Guerre mondiale. Et comme pendant cette guerre, à l'époque où nous étions encore le ministère de la guerre, nous nous battons pour gagner. Voilà, c'est un discours auquel on commence à être habitué. Néanmoins, Ziad Limam, là on le voit... Pete Hegseth explique à quel point ce qui vient de se passer est inédit. Un navire de guerre iranien, ça vous laisse sceptique. Je trouve qu'il y a beaucoup de cinoche dans Pete Hegseth en ce moment. Il y a une espèce de discours viriliste totalement incontrôlé. On va les défoncer, on va les massacrer. Enfin, moi, je suis assez dépassé parce que c'est supposé être le secrétaire à la défense ou à la guerre. C'est supposé avoir un certain niveau. Alors, il coule un bateau qui est effectivement dans les eaux internationales, donc on pourrait discuter exégèse ou pas de ce il aurait fallu ou pas. Semble-t-il, bateau qui a été invité avant la guerre par une espèce de manifestation navale en Inde. Bon, je vois pas où est l'héroïsme, je vois pas où est la grandeur de l'Amérique là-dedans. Bon, après, c'est la guerre, ok, très bien, c'est la guerre partout. Alors, sur le plan symbolique, oui, c'est intéressant. Enfin, sur le plan humain, il y a quand même, je crois, près de 90 morts et 35 blessés. Et puis, sur le plan du symbole, c'est « je vais vous mener la guerre absolument partout, sur terre, sur mer, dans les airs ». Bon, dans les airs, c'est fini. Et encore une fois, juste pour contrarier Pete Hegseth, c'est peut-être plus facile d'aller couler un bateau qui sort d'une parade navale en Inde dans l'océan Indien que de libérer le détroit d'Ormuz, réellement, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. On va l'évoquer. Mathieu Mabin est avec nous en direct de Washington. Mathieu, la destruction du destroyer iranien en dit long sur l'intensité du conflit. Alors, d'abord, quels que soient les commentaires que nous pourrons faire à partir de maintenant, il faut que nous acceptions collectivement une réalité. Nous ne percevons sans doute que 5% des événements qui se déroulent en ce moment et nous sommes totalement dépendants de 3 entités de communication en direction des opinions publiques. D'abord, la communication qui sort encore de Téhéran et de ce qui reste du régime, avec toutes les précautions que cela doit susciter chez nous, évidemment. Ensuite, la communication de l'administration américaine, vous en parliez à l'instant, avec les contradictions qu'on a déjà soulevées ces dernières 72 heures. Et enfin, la communication du gouvernement israélien. Si on part du postulat que cette guerre que nous tentons de décrire se passe dans les airs, où jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas d'envoyés spéciaux, ou sous les mers, pas plus, et dans les bunkers étanches des différents services de renseignement des belligérants que nous venons de nommer, la seule chose qui nous reste, c'est la comptabilité de la destruction et des destructions et la trajectoire des missiles aussi. Après, on peut faire toutes les spéculations qu'on veut, on comprendra réellement ce qui s'est déroulé que quand l'action sera terminée en réalité. Alors, basons-nous sur ce que nous savons. Effectivement, un sous-marin américain a coulé un destroyer iranien. La dernière fois que c'est arrivé, c'était 3 jours avant Hiroshima et la capitulation du Japon en 1945. Ça nous a été répété ici par le Pentagone, j'ai pas compté combien, mais beaucoup. Ça nous éclaire sur l'intensité de la crise, c'est vrai, et sur la rareté de la séquence que nous vivons. Mais attention, avec toute la retenue que nous impose le contexte. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la 3e guerre mondiale pour autant. Ensuite, un dogfight au-dessus du ciel de Téhéran. Un dogfight, c'est un duel d'avions de chasse. Un pilote israélien va scotcher ce soir, ou l'a déjà fait,
un petit drapeau iranien sur le fuselage de son F-35 pour dire « j'ai abattu un appareil ennemi ». Là encore, vous me l'accorderez, ça commence vraiment à ressembler à de la haute intensité. Mais le plus préoccupant, vous en avez parlé, un missile lancé par l'Iran a été intercepté par la défense antimissile de l'OTAN sur une trajectoire qui le conduisait tout droit en Turquie. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler que la Turquie est un pays membre de l'OTAN, pas plus que je ne vous rappellerai ce qu'est l'article 5. Alors certes, la Turquie peut démentir, mais aucun expert sérieux n'est vraiment dupe. Il faut tout simplement prendre ça comme un carton d'invitation envoyé par Téhéran à l'OTAN pour que l'organisation participe à l'embrasement. Une sorte de stratégie du chaos, en réalité, sans doute assumée par ce qu'il reste du régime des Mollahs, encore une fois, pour convaincre les Européens que le monde court à la catastrophe si l'initiative américano-israélienne n'est pas stoppée rapidement. Voilà. Il y a bien d'autres indicateurs encore, mais disons que ces trois-là sont les principaux à notre disposition, en tout cas à l'heure où je vous parle. Merci Mathieu, vous restez avec nous. Alors, on n'en avait pas encore parlé, mais effectivement, l'Iran a tiré un missile en direction de la Turquie aujourd'hui, neutralisé avant son entrée dans l'espace aérien turc par les forces de l'OTAN stationnées en Méditerranée orientale. Téhéran cherche à internationaliser le conflit, c'est ainsi qu'il faut le comprendre, Anne Corpet ? Alors, sur ce missile en particulier, la Turquie, en tout cas, cherche à dédramatiser, puisqu'ils ont dit, en réalité, ils visaient Chypre, ce n'est pas nous. Bon, ils ont quand même convoqué l'ambassadeur iranien à Ankara. Il y a eu un coup de fil entre Ankara et Téhéran, entre les ministres des Affaires étrangères. Donc, c'est effectivement à prendre au sérieux. Ça peut être aussi dans la stratégie iranienne, on arrose tout le monde, on fait... Effectivement, il y a une volonté du régime de dire, eh bien, si on doit couler, tout le monde coulera avec nous. Il y a une volonté d'exporter le chaos, d'exporter la guerre, pour peut-être pousser notamment les monarchies du Golfe qui ont, semble-t-il, une oreille à Washington, mais elles ne semblent pas très à l'écoute, pousser ces monarchies à faire pression sur la Maison-Blanche pour qu'elle mette un terme à l'offensive. Mais enfin, c'est un peu vain de penser que ces monarchies puissent être entendues parce qu'elles ont tout fait, y compris la Turquie aussi, avant le déclenchement des hostilités pour que Donald Trump n'y aille pas, mais c'est Benjamin Netanyahou qui a eu le dernier mot. Mais c'est certain que le régime iranien fait feu de tout bois et a les moyens quand même de semer un certain chaos dans la région. Si c'est pas avec ces missiles, puisque les lanceurs sont détruits au fur et à mesure qu'ils apparaissent sur les radars américains, ne serait-ce qu'avec la multitude de drones dont le régime dispose. Ziad Limam, le chef d'état-major américain Dan Kane indiquait aujourd'hui que le nombre de missiles balistiques iraniens était en baisse de 86% par rapport au premier jour de combat, de 23% les dernières 24 heures. Autrement dit que l'Iran est en train de diminuer en intensité. Est-ce qu'il s'agit là peut-être de propagande à manier avec précaution ou d'une réelle indication d'un combat de plus en plus inégal, puisque c'est ainsi que le décrit à nouveau le département des armées aux États-Unis? Bon, on n'en sait rien. C'est des chiffres qui sont recoupés quand même par d'autres sources qui parlent de 80-70%. En fait, bon, je ne sais pas comment ces calculs sont faits. On savait dès le départ que le combat était inégal. C'est-à-dire ce qui a été très surprenant, je pense, pour les acteurs de la guerre, c'est que ce régime qui est quand même dos au mur, qui sort d'une séquence interne extrêmement violente, avec une répression massive, un régime fossilisé. Depuis 2009, en fait, il y a des successions de révoltes qui sont matées dans le sang. Donc il y a un cycle de fermeture. Ce régime qui était supposé tomber d'un coup avec un missile sur la résidence du guide suprême a d'une part survécu à ce coup principal, survit aujourd'hui à des bombardements qui sont quand même massifs. Ça aussi, moi, je défends pas l'Iran, mais qu'on accepte grosso modo de bombarder une ville comme Téhéran pratiquement nuit et jour avec 800 morts, 900 morts, 1000 morts, sur quel objectif de guerre sans que ça perturbe beaucoup les opinions. Bon, je trouve ça choquant. Et la chose qui a évidemment surpris tout le monde, c'est l'attaque contre les pays du Golfe. Ça, c'était pas du tout dans les plans.
parce que le Qatar, c'est l'ami de l'Iran, Dubaï, c'est l'argent de l'Iran, l'Arabie saoudite réconciliée avec l'Iran grâce à la Chine en 2023. Donc ces monarchies avaient fait ce qu'elles pouvaient pour éviter, en tout cas officiellement, la guerre. Et donc, on ne s'attendait vraiment pas, à part peut-être quelque chose de symbolique, à ce qu'il y ait cette attaque frontale et qui a tout perturbé, en fait, parce que le transport aérien, le détroit d'Ormuz, les princes du Golfe qui appellent la Maison-Blanche toute la sainte journée en disant « bon, il faut trouver une voie de sortie ». Et résultat de tout ça, on découvre que la Maison-Blanche n'a pas de voie de sortie. C'est-à-dire, c'est quoi l'objectif de guerre ? Est-ce que c'est de raser l'Iran ? Est-ce que c'est de faire tomber le régime ? Alors, un jour, on envoie des troupes, l'autre jour, on n'envoie pas des troupes. On va parler, je pense, des Kurdes tout à l'heure. Il y a une énorme confusion dans une violence quand même extrêmement spectaculaire. Et pour quel but ? Pour en arriver où ? Si les Iraniens, si le régime ne tombe pas, ce que disent un certain nombre de spécialistes, c'est qu'en fait c'est un régime qui est quand même très structuré au-delà de ses chefs. Si ce régime ne tombe pas, on va jusqu'où ? C'est-à-dire, c'est quoi la solution ? Alors la solution trumpienne, c'est qu'il y en ait un qui dise... Parmi les militaires qui disent « Ah, mais moi, je veux bien travailler avec vous, on va trouver une solution. » Mais c'est quand même... C'est tout ce chaos et cette violence en partant d'une supposition que peut-être l'un d'entre eux va se retourner contre... Enfin, voilà. Mathieu Mabin, qui est toujours avec nous depuis Washington, l'usage de missiles par la Turquie pose aussi, par l'Iran, pardon, pose aussi une autre question. C'est l'usage de drones, on l'avait vu d'ailleurs déjà, le cas de la Russie qui inquiète l'Europe, en usant de drones Shahed à peu près $30 000 pièce contre des batteries de missiles antimissiles Patriot qui valent plusieurs millions, voire THAAD, plus davantage encore. Est-ce que l'Iran n'est pas finalement en train aujourd'hui, avec ces drones bon marché et une partie de son stock de missiles, d'assécher ses adversaires, qu'ils soient occidentaux ou les alliés de Washington dans le Golfe, pour ensuite peut-être faire usage de ces missiles balistiques beaucoup plus dangereux une fois que les défenses ont été d'une certaine manière neutralisées ? Alors, oui, votre question nous contraint d'abord à tempérer un peu, effectivement, ce qui a pu être dit sur les stocks d'armes détenus par les uns et les autres. On a beaucoup spéculé sur ces questions ces derniers jours. Oui, les drones Shahed créent un déséquilibre par leur nombre d'abord, mais aussi par leur coût dérisoire. Vous avez absolument raison. Pour intercepter ces engins autonomes, effectivement, des engins rudimentaires, il faut une technologie dont chaque munition se compte en millions de dollars. L'idée que la stratégie iranienne consisterait à épuiser les stocks de missiles patriotes de leurs adversaires en envoyant des essaims de drones est sans doute un calcul quand même un peu simple. Ce serait faire abstraction d'une réalité au moins. Les yeux de l'Amérique en Iran, c'est le Mossad et tout ce que Israël a pu produire en renseignement depuis 25 ans. Donc aujourd'hui, l'État hébreu affirme connaître Téhéran aussi bien que Tel Aviv. La formule a été prononcée ces dernières 48 heures et rebondit de rédaction en rédaction ici à Washington, tant elle a marqué. Et c'est sans doute une réalité. Ce qui signifie que les objectifs détruits au cours des dernières 72 heures rendent probablement crédible le chiffre donné par le Pentagone et qui affirme que 85% des moyens militaires iraniens, pour faire simple, sont déjà détruits. Marine exclue, on en reparlera peut-être si on a le temps. Bien qu'en dehors du destroyer envoyé par le fond par une torpille américaine, on n'a finalement, là non plus, pas beaucoup d'informations vérifiées, encore une fois. Anne Corpet, il y a un nouveau front également qui s'est ouvert aujourd'hui et qui concerne l'Irak, ou plutôt la région kurde, limitrophe de l'Iran et de l'Irak. Les gardiens de la révolution, l'Iran n'a pas hésité à s'en prendre, notamment au Kurdistan irakien aujourd'hui. Oui, il y a eu plusieurs frappes du régime sur des camps de Kurdes iraniens qui sont effectivement au Kurdistan irakien, parce que les partis kurdes sont illégaux en Iran. Donc ne parlons même pas de leurs combattants. Les Iraniens ont aussi adressé un communiqué assez menaçant aux factions kurdes en leur disant tout mouvement politique ou militaire sera sanctionné immédiatement par votre élimination totale. Ça intervient sur le fond d'informations qui sont sorties aux États-Unis. CNN qui dit que la CIA serait déjà en train d'armer des factions kurdes iraniennes.
Le Wall Street Journal qui affirme que le président Trump verrait d'un bon œil, enfin est prêt aussi à soutenir tout groupe armé prêt à se soulever contre le régime. D'ailleurs, il y a des informations de presse aussi qui disent qu'il a eu au téléphone hier le président du Parti démocratique kurde iranien, qu'il a eu dimanche 2 hauts dirigeants kurdes irakiens. Alors le scénario, ce serait effectivement, on va armer les combattants kurdes iraniens qui sont en Irak, on attend que la sécurité à la frontière s'affaiblisse et on espère qu'ils rentrent ensuite pour s'attaquer au régime. Bon, premièrement, c'est pas évident. Pour l'instant, les Kurdes n'ont pas du tout les moyens de mener une telle offensive. En plus, il y a plusieurs fractions qui ne s'entendent pas forcément bien entre elles. Elles n'ont pas les mêmes agendas politiques. Il y a des tensions anciennes entre elles. Même si, il faut souligner quand même qu'après les manifestations et la répression sanglante de janvier dernier, ils ont créé, ces factions kurdes ont créé une espèce de plateforme politique et militaire pour se coordonner. Mais bon, on est loin d'une capacité militaire kurde apte à renverser le pouvoir. Et surtout, il y a la Turquie qui verrait ça d'un très très mauvais œil, puisque Ankara, on le sait, a une importante communauté kurde sur son sol et craindrait évidemment tout mouvement kurde armé, même en Iran. Ça peut être une option, Ziad Limam, la communauté kurde et peut-être d'autres, les Baloutches, entre autres, dans l'idée d'un changement de régime que Donald Trump appelait de ses voeux, mais tout en disant que c'est au peuple iranien de se saisir d'une certaine manière de l'opportunité créée par les frappes israélo-américaines. Encore une fois, je suis assez terrifié par le côté je suis un sorcier américain et je vais bouger des communautés, des ethnies, je vais dire aux Balouches et aux Kurdes et ceci et cela. Quand on connaît le Moyen-Orient et qu'on voit, par exemple, la situation dans laquelle l'Irak est 23 ans après l'opération américaine. Donc, on voit la situation du Liban aujourd'hui, on voit la fragilité d'un pays comme la Syrie, on voit la fragilité d'un pays comme la Jordanie. L'Iran, on sait qu'il y a des minorités, mais si on commence à jouer les minorités des uns contre les autres, Anne parlait du rôle de la Turquie, c'est-à-dire que forcément, vous mettez les Turcs dans la bagarre. Donc, je trouve que tout ça, c'est surtout très illustratif d'une méconnaissance de cette guerre qui a été décidée. Encore une fois, je crois que les Iraniens étaient dos au mur et que franchement, il y a une vraie question sur le régime, il y a une vraie question sur l'ossification répressive de l'Iran depuis 25 ou 30 ans. Enfin, on peut faire le bilan de la révolution islamique, mais c'est une guerre d'opportunité, c'est une guerre de choix, c'est une guerre où les Américains ne sont plus derrière Israël, mais en co-belligérance. Pourquoi on l'a fait ? Parce que Witkoff et Kushner ont dit que ils n'avaient pas de vraie réponse. Enfin, si on commence à écouter Witkoff et Kushner, on peut les écouter aussi sur l'Ukraine, où ils n'ont rien obtenu. Donc, on est quand même assez stupéfait qu'une guerre d'opportunité et de choix, on peut dire, je veux me débarrasser de l'Iran, bon, ok, mais de commencer, je vais jouer les uns, les autres, je vais amener cela. Je trouve ça extrêmement inquiétant, et même pour l'Europe, etc., on pense qu'on est loin, mais on n'est pas si loin que ça. On voit les divisions dans le camp européen, on peut peut-être s'attendre à des attentats, on peut peut-être s'attendre à de l'exportation de la violence vers nous. Donc tout ça, c'est pas juste M. Donald Trump et M. Benjamin Netanyahou qui décident de l'avenir du monde ou de cette région dans leur coin tout seul, en espérant que par magie, la question iranienne va se résoudre sous les bombes. Ça a des répercussions, c'est ce que vous dites. Mathieu Mabon, on l'apprend à l'instant, Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone avec Donald Trump, qui l'a tenu informé de l'état des opérations militaires en Iran. Le président français aurait saisi l'occasion pour faire part au président américain de son inquiétude quant à la situation du Liban, où là aussi les frappes israéliennes ont fait plus de 70 morts. Concrètement, aux États-Unis aujourd'hui, on est soucieux, l'opinion publique est alertée sur ce qui est en train de se produire au Proche-Orient, où ça semble très loin.
Alors, c'est une excellente question. Je m'attendais à ce que l'intégralité de l'espace médiatique soit occupée par cette actualité. Alors, attention, ça pèse extrêmement lourd. Toutes les éditions ouvrent sur le sujet de la nouvelle guerre américaine en Iran. Mais il y a des actualités ici qui survivent malgré tout à cet épisode. Donc, on n'est pas dans une configuration de type invasion de l'Afghanistan en 2001 ou de l'invasion de l'Irak en 2003, où là, clairement, ces actualités militaires américaine écrasait absolument tout. On parle par exemple des élections au Texas. Aujourd'hui, il reste de la place dans les éditions pour des sujets de ce type. Alors maintenant, ça vous donne une idée de l'intérêt que l'opinion américaine peut porter à la réaction européenne dans le contexte dont on parle depuis plusieurs minutes sur votre plateau. Clairement, les Européens ne font pas partie de l'équation. Même sur les chaînes de sensibilité démocrate, il y a bien une évocation de temps à autre du Premier ministre britannique, la visite du chancelier allemand hier, il y a un peu moins de 24 heures, le président français lorsqu'il fait une sortie, effectivement. Mais non, le coup de fil entre Emmanuel Macron et Donald Trump aujourd'hui ne sera pas un game changer. Ce qui compte en revanche, c'est qu'au moment où on se parle, les sénateurs sont réunis pour tenter d'encadrer l'action présidentielle dans cette initiative qu'ils mènent en Iran au nom de son statut de commandant en chef. Attention, il ne s'agit pas de valider l'action du président, comme ce sera le cas dans quelques jours, dans quelques semaines, mais bel et bien de tenter d'encadrer son action. Une initiative démocrate qui est vouée à l'échec, mais en tout cas, ça fait débat au Congrès. Oui, le débat existe, semble-t-il, aux États-Unis, Anne Corpet, et c'est toute la surprise, puisqu'on a le sentiment que Donald Trump et son administration agissent véritablement à leur guise, là où on se souvient d'un Barack Obama qui n'avait pas osé franchir les lignes rouges qu'il avait lui-même fixées en Syrie, de peur justement d'une réaction du Congrès. On en est très loin aujourd'hui. Ah oui, non, de toute façon, le Congrès a jusqu'à présent laissé Donald Trump bafouer toutes ses prérogatives. On l'a vu avec les droits de douane. Il a fallu que la Cour suprême, finalement, mette le holà. Mais enfin, on a des élus républicains qui ont quand même la majorité, qui sont encore tétanisés par la Maison-Blanche et qui se sont laissés totalement dépouiller de leur pouvoir. Ça pourrait changer si les sondages l'imposent. C'est-à-dire qu'il y a quand même les élections de mi-mandat dans 8 mois. Il y a une majorité des Américains, quand même, dans les sondages, qui désapprouvent cette guerre, même si au sein du camp républicain, quand on interroge les électeurs, pour l'instant, ils adhèrent à l'offensive. Mais pourquoi ? Parce qu'ils adorent voir Pete Hegseth jouer les gros bras, parce que, ça y est, c'est l'Amérique est forte, et ils croient sans doute que cette histoire peut se régler rapidement et sans dommage. Mais au fur et à mesure que des cercueils rentreront aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai vu que Donald Trump allait assister à une cérémonie en hommage à l'un des 6 soldats américains qui a été tué. Au fur et à mesure que, voilà, il y a des cercueils qui vont rentrer, là, je pense que ça commencera à tiquer dans l'opinion et que les élus du Congrès réagiront en conséquence. De toute façon, au bout de 60 jours, le Congrès sera obligé d'intervenir pour valider la poursuite ou pas des opérations de guerre. 60 jours, ça va bien au-delà du terme fixé pour l'heure par Donald Trump. Ça veut dire, Ziad Imam, pensez-vous que cette guerre, elle ira à son terme, en tout cas tel que les Américains en ont fixé les objectifs? Une guerre, faut-il le dire, impopulaire aux États-Unis, mais pas seulement. Les sondages réalisés en France montrent aussi qu'il y a une hostilité totale de l'opinion publique ici en France à un quelconque engagement de la France. En fait, la guerre, c'est... Enfin, si on est américain ou israélien, la guerre, c'est assez facile à commencer. Après, comment elle va se dérouler, comment les choses vont se passer, comment on va en sortir, quels sont les objectifs, encore une fois, de guerre, qu'est-ce qu'on accepte ou qu'est-ce qu'on n'accepte pas de l'Iran, qu'est-ce qu'on n'accepte pas de quelle autorité iranienne, est-ce que s'il n'y a plus d'autorité, enfin, il y a des milliers de questions auxquelles on n'a strictement aucune réponse. C'est un peu le principe, un peu le trou noir de la guerre. Il y a un aspect matériel qui peut jouer aux États-Unis, c'est un début de crise économique qui viendrait ralentir l'activité, qui n'est pas si dynamique que ça, réenchérir l'inflation, en particulier par les prix du pétrole. Et puis, on découvre quand même à quel point cette zone est essentielle dans le global commerce.
c'est-à-dire les pays du Golfe, plus l'Iran, le pétrole, le gaz, les aéroports, les flux commerciaux qui passent par le détroit d'Ormuz. La pétrochimie, le plastique, enfin énormément de biens. Pétrochimie, ouais. plastique, etc. Et puis si la crise se déporte vers le détroit de Bab el-Mandeb, vers l'entrée du canal de Suez, alors là, on serait carrément dans l'hystérie complète. On ne parle pas beaucoup des Chinois, mais je pense qu'à un moment, on va en entendre parler parce que toutes leurs ressources pétrolières sont en train d'être verrouillées, Venezuela, Iran, etc. Donc on a quand même des éléments d'un maelstrom économique qui pourrait, à quelques mois d'une élection mi-mandat, qui pourrait venir perturber le débat américain avec des coûts pour la population américaine, des coûts économiques. Et c'est peut-être aussi pour ça que, malgré tout, ils parlent de 6 à 8 semaines, parce qu'ils se disent qu'au-delà, quand même, on rentre dans un immense univers d'incertitude. Et plus les divisions à l'intérieur du camp MAGA, qui quand même ne sont pas négligeables, puisque maintenant, il y a tout un paquet d'influenceurs qui disent on a été manipulé par Israël, on est parti en guerre parce qu'Israël, etc. Donc, c'est pas si simple pour Donald Trump. Et c'est peut-être pour ça qu'on envoie Pete Hegseth faire le cow-boy à la télé pour dire que c'est génial et qu'on est les plus forts. La boucle est bouclée. On va plus loin sur Pete Hegseth avec qui nous avons débuté l'édition. Merci beaucoup Ziad Limam, merci Anne Corpet. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette édition spéciale, bien sûr consacrée à cette guerre en Iran. Elle est à la fois puissante et fragile. La gagner demande de l'honnêteté, de l'engagement, de l'exigence et de l'indépendance. Elle est un socle essentiel de la démocratie. Elle a la même valeur dans toutes les langues. Sans elle, la liberté de penser n'existe pas. Elle, c'est la confiance, notre raison d'être. France 24, liberté, égalité, actualité. Prenez soin de ceux que vous aimez en regardant la météo avec Pierret Portes et Fenêtres et sa garantie totale de 20 ans. www.pierret.net. Pierret.